sûr pas. Ouais. Bienvenue à tous, on est très heureux de vous retrouver pour cet autre rendez-vous de la mi-journée. Eh bien, j'espère que vous êtes bien installés. Nous avons aujourd'hui un thème, j'allais dire, un tout petit peu inquiétant. Nous allons parler des enfants, du travail des enfants et ce sera dans quelques instants. Merci donc d'avoir choisi RTI 1, la chaîne qui rassemble et merci de rester fidèle à cette chaîne car à 12h GMT, on est tous... Ouais. Ouais, vous êtes chaleureux, c'est bien. Vraiment, remerciez, applaudissez pour ma servante, ma bonne à la maison. C'est elle. Ouais. Au fait, cette tenue que j'ai portée là, je l'avais oubliée. C'est elle qui a fait sortir ça du placard ce matin. Elle a repassé vraiment. Je voudrais qu'on lui rende hommage. Vous ici. êtes sûr qu'elle ne vous a pas passé sa tenue? Franchement. Non, c'est pour moi-même. Au fait, ça fait plus de 5 ans que je ne retrouve pas cette tenue. Et la fille a fait sortir ça du placard. Vraiment, ça sent naftarine. Faut. Ça sent naftarine. Voilà, vraiment, merci à ma servante, ma bonne. Merci. Merci beaucoup, Docteur Philo. Il est important de savoir que environ 250 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont 150 millions dans des conditions dangereuses. On en parle aujourd'hui. J'ai été bonne dans ma propre famille à l'âge de 8 ans. C'est quand même catastrophique, mesdames et messieurs. Apprêtez-vous à recevoir notre invité témoin qui répond au nom de Kadi Sali. Kadi Sali qui est notre invité témoin du jour. Et voilà une chanson qui vient à point nommé, une chanson qui colle avec notre sujet du jour. Kadi, bonjour et bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup, Caroline. Kadi, il faut dire que vous vivez à Lomé. Oui. Ça va? De Oui, là-bas, ça va. vous regardez ces midis? Oui, je régulièrement regarde tout le ou de temps en temps? Non, régulièrement. Régulièrement. Parce que, oui, d'accord. Il y a Canal, donc du coup, je regarde. Merci. D'accord, ok. Merci beaucoup, Kadi. Et on va retrouver Docteur Philo toujours pour le thème « J'ai été bonne dans ma propre famille à l'âge de 8 ans ». C'est vrai que le thème « bonne » est péjoratif, mais c'est à dessein qu'on l'emploie pour montrer quand même la gravité de la chose. Docteur Philo, on vous retrouve tout de suite. C'est vrai. Bonne à 8 ans. Dans votre propre famille, Caroline, vous le disiez tantôt, c'est péjoratif, mais c'est encore montrer la gravité. Mais c'est pas aussi grave que ça. Elle, au moins, elle a été bonne. Et si elle était mauvaise? C'est ça. Bon, si elle était mauvaise, ça allait être autre chose. Mais c'est 8 ans là au moins qui me... Non, c'est par rapport à la terminologie, en fait. On aurait pu, dans cette circonstance-là, utiliser le mot servante. Le mot servante, d'accord. Donc, je veux dire que moi, en fait, tout ça même, c'est pas trop mon truc, mais c'est 8 ans. 8 ans, être bonne, c'est-à-dire, certains parents confondent l'éducation et la formation. Il ne faut pas confondre ces deux expressions-là. Parce que souvent, on le constate dans nos familles. C'est-à-dire, des petites filles, 8 ans même, c'est trop. 5 ans, qui est là dans la maison. Et souvent, généralement, ce n'est même pas ses propres parents. Et si c'est ses propres parents-là, c'est pire. Souvent, elle est dans la maison, c'est elle qui fait tout. Imaginez une petite fille de 8 ans en train de laver les dessous. Pardon, excusez-moi, les jacotos des parents. Mais attends, une petite fille qui lave jacotos des parents, même si elle va à l'école, elle va écrire là, elle va voir combien elle doit ça là qui a lavé jacoto là. Donc, souvent, c'est inquiétant en fait. Je veux dire, et ça fait peur. Un enfant de 8 ans doit profiter de son adolescence, doit aller à l'école. En 8 ans, on doit salir les habits et puis quelqu'un d'autre va laver. On doit jouer pain, temps passe. Mais 8 ans, tu es là, on te maltraite, tu es dans la maison. Pendant qu'on donne les ordres aux autres enfants d'aller étudier, allez-y étudier, toi, on te dit, va faire la vaisselle. C'est-à-dire, regardez ce que ça veut dire, la contradiction. Donc, c'est pas du tout bien. Moi, je dis que, c'est-à-dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Tout à fait. Moi, ma bonne ce matin m'a bien habillé. Je suis très heureux. Je lui ai rendu hommage. Mais en faisant quoi? Non, je vais augmenter son salaire. Ah, d'accord. J'aime moins 1000 francs son salaire à la fin du mois. J'aime 1000 francs son salaire. Mais c'est pour vous dire, non, mais c'est pas fortuit, c'est quelque chose. Allez-y, volez 1000 francs. Jamais vous allez voir si c'est pas beaucoup. Vous applaudissez là. Vous allez voir. Donc, moi, je dis, il faut rendre à César ce qui est à César.
On le dit peut-être que des gens vont dire, mais une vraie servante, c'est une fille baoulée. Ça, c'est clair. Ça, non, je vous dis, il ne faut pas truc, c'est des clichés, mais c'est la réalité. Allez-y, c'est des réalités. Moi, je dis, moi, j'ai pris une fille baoulée. Une fille baoulée, tu la prends comme nounou, comme servante, elle surveille ton enfant, mon frère. Tu es en paix. C'est son travail, elle maîtrise. Si toi, tu prends une fille du là pour être servante ou bien nounou, là, c'est que tu sais dans servante, elle va te donner. Docteur Philo, non. Je dis la vérité. Je vais rapidement. Excusez-moi, je vais me justifier. On n'est pas d'accord là. Non. Ma nounou baoulée, quand elle accompagne mon fils à l'école, même quand une voiture freine sur l'enfant, elle attrape l'enfant comme ça. Ouais. L'enfant est comme marché sur elle. Mais il faut prendre une nounou du là, tu vas voir, même quand elle arrive sur le boulevard, elle dit vraiment, il est à quoi faire, et donc, voilà. mes propos, c'est pas aussi mauvais, hein, c'est pas aussi mauvais, c'est vrai que y a eu cette maltraitance. C'est l'humour, aussi une forme, il ne faut pas confondre, c'est aussi la formation. Si rien ne vous arrive, vous ne pouvez rien connaître. On vous a bien formé, vous êtes belle. Vous êtes belle, ne prenez pas tout en mal. C'est la conséquence, hein. Oui. C'est la conséquence, d'accord. Voilà, c'est ça. Docteur Philo, on vous remercie. Eh bien, après donc la fiction de Docteur Philo, nous allons partir pour notre micro-trottoir à travers cette question. Que pensez-vous de l'utilisation des enfants dans les travaux domestiques dans nos foyers? C'est parti. Nous savons que le travail des enfants est interdit. Et donc, tout travail des enfants sous toutes ses formes est à blâmer. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant, sa place, ce n'est pas au travail, c'est à l'école. Ça part de l'éducation des enfants, mais il faut mieux l'éduquer. Si on utilise l'enfant dans le but de l'aider, de lui apprendre des choses, c'est déjà une bonne chose. Mais exagérer, aller au-delà de ça, le maltraiter, le soumettre à beaucoup de choses qui ne sont pas bien, sciemment, c'est pas bien. Bon, est-ce que c'est la faute aux parents? C'est la faute à la culture ivoirienne, je ne sais pas. Ça dépend de la consommation de chacun. Mais en ce qui me concerne, je pense que c'est pas bon. Je pense que c'est déjà pas une bonne chose. Dans la mesure où ces enfants sont habilités normalement à aller à l'école. Ils n'ont pas à faire des travaux domestiques. Il y a des personnes pour ça. C'est-à-dire, il y a d'une certaine âge, au fait, d'une certaine maturité. Tout enfant a le droit d'aller à l'école, a le droit d'être éduqué. Donc, la personne qui utilise les enfants pour les travaux domestiques, c'est une personne vraiment qui n'a pas l'importance au fait même d'un enfant bien formé, qui ne sait pas réellement ce que veut dire un enfant éduqué. L'utilisation des enfants pour les travaux domestiques, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal parce que les enfants ont aussi le droit d'aller à l'école et ils sont le futur de demain. Ce sont les enfants du pays, ce sont eux qui sont amenés à gouverner le pays. Donc franchement, je trouve que ce n'est pas normal. Voilà. Merci infiniment. Et quand on parle du travail des enfants, le travail des enfants sous-entend toute activité qui les prive de leur enfance, de leur épanouissement, des activités qui portent préjudice à leur santé physique et mentale. Kadisila, épouse Sira, est originaire donc de la Côte d'Ivoire. Oui. Elle est coiffeuse de formation et s'est installée au Togo depuis l'année 2007. C'est bien cela? Oui, c'est ça. En tout cas, bienvenue à vous. Merci. Et la question tout de suite qui me trotte l'esprit, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi le Togo? J'ai choisi le Togo parce que déjà, à la base, je voulais aller au Sénégal, vu que j'avais l'intention d'aller en Europe. Ah, donc, je voulais passer par le Sénégal. Mais au dernier moment, la personne qui devait m'accueillir au Sénégal n'a pas décroché le téléphone. Donc, du coup, j'ai une amie qui m'a dit voilà, qu'elle a son mari qui est au Togo. Si je veux, je pars rester là-bas. Et puis après, petit à petit, j'irai au Sénégal. Donc, c'est comme ça que je suis allée au Togo. Et finalement vous avez trouvé ce pays intéressant et vous avez décidé de vous installer. Oui. Revenons donc à notre sujet du jour, parlant de vos 8 ans. Comme Docteur Philo le disait, à 8 ans, l'enfant s'amuse, l'enfant est censé aller à l'école. Mais vous, ce n'était pas votre cas. Non, ce n'était pas mon cas parce qu'à 8 ans, j'ai perdu mon père entre 7 et 8 ans. Donc, là, quand j'ai perdu mon père, ma tante qui vivait à Abidjan est venue à Boaké. Donc, après les funérailles, elle a dit qu'elle allait m'amener à Abidjan. Et comme ça, elle allait me mettre à l'école et tout pour que je puisse étudier. Et c'était avec le consentement de votre maman? Oui, avec le consentement de ma maman et toute la famille. Donc, c'est comme ça que je suis venue à Abidjan chez elle. Mais une fois arrivée à Abidjan, elle m'a placée déjà dans un restaurant pour commencer la vaisselle et tout. À 8 ans? À 8 ans. Donc, j'ai partais le matin, je me réveillais à 4 h du matin.
pour faire le ménage à la maison d'abord. Je nettoyais, je balayais et tout. Et puis après, je partais au restaurant aider la dame à laver les assiettes et ramasser les assiettes qui sont... Enfin, laver les assiettes et faire le ménage, balayer et tout. Donc, c'est comme ça que je suis restée avec cette dame-là. Et après, comme ça n'a pas marché, elle m'a ramenée à la maison et elle m'a placée encore chez une autre. Donc, je continue toujours les mêmes travaux. Donc, je faisais toujours la vaisselle parce que ce n'était pas loin du quartier Tabobo. Ce n'était pas loin du quartier, donc je faisais toujours... C'était pas juste la vaisselle, il y avait autre chose? C'était juste la vaisselle dans le restaurant. Dans le restaurant. Mais à la maison, je devais faire la lessive. Je devais d'abord me couper de la maison à 4 h du matin, me réveiller à 4 h du matin et nettoyer aussi. Il y avait mes nièces, les enfants de la fille de ma tante, elle avait ses filles qui étaient à la maison, qui étaient aussi petits, c'est-à-dire qu'il y avait à peu près mon âge, c'est-à-dire 8 ans, 10 ans, ils étaient 3. Donc il fallait nettoyer eux les chaussures, mettre tous les habits d'école en place, faire en sorte qu'ils puissent manger et puis nettoyer les assiettes avant d'aller au restaurant. Donc, c'était le quotidien. Donc, il fallait que je me lève tout le matin pour faire ça. Et le soir, quand je finis au restaurant, je viens à la maison, je travaille jusqu'à minuit avant de dormir. Et pendant tout ce temps, est-ce que vous étiez en contact avec votre maman? Non, non, il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de téléphone. Donc, je n'avais pas de nouvelles de ma maman et tout, jusqu'à l'âge de 13 ans. Il n'y avait pas les nouvelles de ma maman. Pendant tout ce temps, c'était ma tante qui était ma maman et tout. Donc, et vous ne lui avez jamais demandé pourquoi elle ne vous avait pas inscrite à l'école? Je ne me rappelle même pas à ma tante, je ne me rappelle pas d'avoir parlé une seule fois avec elle parce que j'avais très peur d'elle. Elle vous battait? Peut-être qu'il y a tout, parce que c'est comme ça on m'appelait, qu'il y a tout, viens chercher ça, viens laver ça, viens faire ci, ou bien va acheter ça, ou bien pourquoi tu n'as pas fait ça, ou bien donner des coups. Mais parler, non, nous n'avons jamais parlé. Et les enfants de votre tante, les enfants, comment est-ce qu'ils vous traitaient? Est-ce qu'ils étaient gentils avec vous? Non, non, parce que déjà, les enfants, je pense que c'était même encore pire. Parce que les enfants n'avaient pas, il n'y avait pas de respect. Point rien, c'est-à-dire point rien, ils viennent, ils me tapent dessus quand je rends mon coup. Bah, ils copiaient tout simplement le modèle de leur maman. Voilà, quand je rends le coup et je prends plus de coups, donc du coup, je m'enfermais sur moi, je les évitais un peu. Donc, et ça va durer jusqu'à l'âge de 13 ans? 13 ans. 13 ans, ma mère est venue à Abidjan. Donc, lorsqu'elle est arrivée, je lui ai dit, ah voilà, pardon. Donc, j'ai dit à ma mère que je ne partais pas à l'école. Donc, j'ose imaginer sa désillusion. Parce que y a ma fille qui est entre les mains d'une tata, on va dire, qui devait en principe la scolariser, s'en occuper à ma place, vu que je passe par un moment très difficile. Je viens de perdre mon mari et 8 ans après, sans nouvelles, je reviens. Je constate que ma fille, ma bien-aimée, n'est pas à le scolariser et limite la servante, sinon la nounou des enfants de cette dernière-là, alors qu'ils ont le même âge. C'est ça. Elle était fâchée, votre maman? Je ne me rappelle pas trop de sa réaction. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais je sais que elle a pris quand même une décision. 2 jours après, nous sommes retournés à Boaké ensemble. Et comme maman, elle était commerçante, elle vendait la farine de maïs. Donc, je l'aidais au marché. Elle et moi, on partait au marché ensemble, on rigolait beaucoup, on chantait et tout ça. Donc, c'est comme ça. Et un an et demi après, ma mère, on est parti au village pour des festivités parce qu'elle aimait bien aller au village. Ça devait être quand même des moments de pur bonheur pour vous? Oui, pour moi, parce que j'aimais bien le village. Et comme j'aime la musique, et elle aussi, elle aimait bien chanter. Donc, du coup, on passait tout le temps à chanter, causer et tout ça. On faisait plein de choses. Elle n'était pas tout le temps tendre et tout. Elle m'éduquait, mais sauf qu'elle, elle me donnait pas... normale africaine. Voilà, elle ne me donnait pas des coups. C'était pas de l'esclavage. Voilà, je ne me réveillais pas tôt le matin comme je faisais. Je l'aidais quand on se réveillait à l'heure normale pour aller au marché. Je faisais 2 ou 3 courses pour elle, mais ce n'était pas comme chez ma tante. Donc, quand nous sommes partis au village pour les festivités, à notre retour, ma mère est tombée malade. Donc, c'était d'une courte maladie et elle est décédée. Donc, j'avais 13 ans, 13, 14 ans.
Donc, ça n'a pas duré. Et quand elle est décédée, ma tante est venue. La même tante? La même tante, au funérailles. Et elle m'a ramenée avec elle. C'est-à-dire, on nous a séparés avec mes frères et sœurs, ma petite soeur qui est partie au village. On nous a séparés. Il n'y a que mon grand frère qui est resté parce que nous sommes 4 chez ma mère. Donc, on nous a séparés. Et je suis retournée avec ma tante. Et là, c'était encore, comme j'avais grandi, c'était encore pire. Parce que quand je suis arrivée à la maison, elle avait déjà changé de quartier, mais c'était toujours à Bobo. Et il y a son mari qui a des grands-enfants, comme il avait plusieurs femmes. Donc, il y avait tous ces enfants-là qui étaient à la maison. Et du coup, il fallait se lever le matin, il fallait faire les lessives, il fallait préparer et il fallait aller vendre. Parce que je faisais aussi le commerce. Donc, quand je me réveille à 4 h du matin, je nettoie la maison, j'arrange, je fais le petit déjeuner et je fais la vaisselle. Une fois que j'ai fini de faire la vaisselle, je devais prendre, si c'est des fruits, si c'est des mangues, si c'est des... C'était par rapport aux saisons des fruits. Mais je vendais un peu de tout. Et le matin, je sors, je vais me balader pour vendre. Une fois que je tourne, quand je gagne un peu d'argent, je dois passer au marché, faire le marché pour venir préparer à la maison. Donc, c'est comme ça que je faisais. Il y avait le riz. Donc, moi, c'est moi qui devais trouver l'argent pour la sauce. Donc, c'était comme ça tous les jours. Et quand je finissais la cuisine, à 13 h, quand ils finissaient de manger, je lavais les assiettes et balayais la maison. Je repartais vendre. Je revenais à 17 h et je préparais le riz pour le soir. Et quand je finissais, je mettais, souvent même à 18 h, ça dépend. De toute façon, ils ne me cherchaient même pas quand je vais vendre. Donc, c'est à peu près l'heure qui m'arrange. Je viens à la maison. Une fois qu'ils ont fini de manger, je mets la table dehors. Il y avait une grande table que je mettais dehors. Donc, je vendais devant la cour jusqu'à 1 h du matin. Comme la devanture de la cour était éclairée. Donc, je vendais jusqu'à 1 h du matin. Je partais dormir. Il me réveillait à 4 h du matin. Donc, le jour où je ne me réveille pas tôt, elle vient avec des conditions dangereuses de travail. Exactement. Quand je ne me réveille pas vite, elle se lève, elle ouvre le frigo, elle prend l'eau glacée, elle vient veste avec des... Ou bien elle prend fil de courant. Parce qu'elle avait toujours ça, fil de courant, et puis elle me donne les coups. Et c'est ça qui me réveillait. C'est-à-dire, si je n'ai pas... Les 4 h, quand la mosquée, parce que la mosquée n'était pas trop loin, quand on fait l'appel de mosquée, si je ne me réveillais pas automatiquement, c'est avec fil de courant ou bien de l'eau glacée. Donc, en tout cas, j'étais bien, ce que je devais faire, c'était bien réglé tous les jours, c'était ça. Je sens que, comme j'aimais bien la coiffure, quand je m'asseyais devant la cour, je voyais les filles avec les blousons et tout. Je disais, j'ai envie de devenir coiffeuse et tout. Et un jour, elle m'a dit que ce n'était pas un métier décent. Que donc, du coup, je ne peux pas faire ça. Maintenant, il y avait son fils qui avait marié une femme qui avait un salon de coiffure à Yopougon. Donc, comme elle voulait que je parte surveiller le bébé parce que la femme venait d'accoucher, elle m'a dit, comme tu dis non, que tu aimes la coiffure, il faut aller surveiller. Le petit s'appelait Adama. Le petit Adama, comme ça, tu vas apprendre en même temps la coiffure. Donc, c'est comme ça que je suis allée chez eux. Rien n'a changé parce qu'elle, à la maison, elle voyait combien de fois ma tante me maltraitait. Donc, quand je suis arrivée chez elle, elle faisait la même chose aussi. Donc, chez elle, le jour, elle est contente, elle me donne à manger. Mais elle devait aller, je ne partais pas au salon. Je restais avec l'enfant à la maison. Donc, quand je pars, je reste avec l'enfant à la maison et tout, je m'occupe de l'enfant et je prépare, je nettoie la maison. Quand elle est contente, elle me donne à manger. Quand elle n'est pas contente, elle ne me donne pas à manger. Et c'était comme ça tous les jours. Jessica? Mais justement, c'était la question que je voulais savoir. Est-ce que vous mangez à votre faim? Et je sais que lorsqu'on a une enfant, avec ce traitement-là, parfois vous tombez malade. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'on vous traite? Je ne me rappelle même pas d'être tombée malade. Avec tout ça? Non. C'est quand vous mangez bien, alors. Non, mais c'est parce que vous avez peur, justement. Vous avez un peu peur. Chez ma tante, j'ai mangé à ma faim, parce que c'est moi qui faisais la cuisine. D'accord. Mais chez mon cousin, le bol était petit et elle mesurait très bien. Elle savait déjà la limite du riz, où ça devait monter. Donc là-bas, c'est quand elle est contente. Voilà. Vous êtes déjà arrivé de rester peut-être une journée entière ou 2 jours sans manger? 2 jours, non, mais une journée, oui. Et c'était récurrent? Oui, c'était récurrent. C'est-à-dire c'était selon ses humeurs. Et il y avait sa fille qui n'était pas avec nous à Yopougon. Donc, c'est une grande fille. Comme c'était un studio, quand sa fille arrivait, elle venait très souvent à la maison. Je devais dormir dehors. Donc, je dormais dehors et sur la terrasse là jusqu'au matin. Et quand elle est contente, c'est là qu'elle me donne à manger. Et avec les coups et tout. Et puis un jour, il y a mon cousin qui me dit... il me fait asseoir, il me dit, voilà, que comme chez nous, les Odineka, on se marie en famille. Donc, du coup, voilà, c'est lui qui devait me marier, mais comme c'est pas le cas, il est déjà marié, il faut bien qu'il essaye d'ouvrir la voie, me montrer comment ça se passe. Donc, voilà, il a commencé de tout, j'ai eu peur, et moi, je me suis enfuie, je suis sortie de la maison, et je suis allée dire à la voisine. Et la voisine m'a dit, il faut dire ça à ta tante,
comme ça, il ne va plus faire ça. Donc, moi, j'ai dit à la tante, c'était dans l'intention que, voilà, il ne fasse plus. Donc, il a dit à sa femme que je mentais. Donc, toute la nuit jusqu'au matin, ils m'ont bastonné, c'est-à-dire c'était des coups jusqu'au matin. Les deux. Et elle disait que je garde le nom de son mari chez les voisins. Donc, c'était elle, c'est ce qu'il lui faisait, oui. Et lui aussi, il disait que je garde son nom. Lui, il m'a accueilli, sa maman m'a accueilli quand mes parents sont décédés. Et moi, je viens chez lui et je garde son nom. Et après cet épisode, vous êtes resté quand même chez eux? Non, c'est le lendemain qu'ils m'ont mis dans le bus pour retourner à Boaké. Il m'a dit, tu ne vas pas retourner chez ma maman, tu vas aller à Boaké, tu ne vas rien devenir. Tu vas prendre grossesse et tu ne vas rien devenir. Ah, c'est vraiment méchant et mesquin. Il trace en même temps votre destin. Oui. Ah, il est dur. C'est comme ça qu'il avait les capacités. Comme s'il avait des super pouvoirs. C'est comme ça qu'il m'a amené. Je suis retournée à Boaké. Et quand je suis retournée à Boaké, je me suis dit, je vais réussir dans la vie. Donc, j'ai commencé à faire mon petit commerce d'arachide. Et qu'est-ce qui vous a galvanisé? Je veux dire, c'est toute cette souffrance que vous avez vécue ou ce sont ces paroles, ces dernières paroles que vous avez entendues? C'est plus ces paroles. Et puis, le fait que moi, je ne connaissais pas d'homme et qu'il a commencé les toucher, les coups qu'il m'a donnés et les dernières paroles qu'il m'a dit. Sinon, mon quotidien, tout ce qu'il faisait, c'était devenu quelque chose de normal pour vous, en fait. C'est le fait qu'il m'a dit non, que je ne vais pas réussir dans la vie et que je vais prendre grossesse, je ne vais rien devenir. C'est ce qui m'a donné envie de vouloir me battre et pouvoir m'en sortir. Vous aviez quel âge à cette époque-là, lorsque c'est arrivé? J'avais entre 15 et 16 ans. Lorsque vous retourniez à Boaké? Oui. D'accord. Oui. Donc, c'est comme ça, 15, 16 ans, 17 ans, si je reviens, en tout cas en arrière, avec le calcul. Parce que c'est maintenant que je commence à calculer les années, comme je ne savais pas lire avant. Donc, c'est maintenant que je commence à tracer un peu le parcours, les années. Et justement, parlant de je ne sais pas lire, là, comment est-ce que vous avez appris à lire? J'ai décidé d'apprendre à lire parce que quand je voyais des Go magazines et tout, des revues, je suis désolée. Enfin, quand je voyais des revues et tout, avec les images, je voulais lire ce qui est écrit dessous. Donc, du coup, j'ai demandé à une amie, comme c'était pendant ces périodes de vacances, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'enseigner à lire, comme ça je te paye un tout petit peu. Et elle a accepté avec plaisir et nous avons fait 2 mois. Maintenant, après les 2 mois, comme elle a repris, j'ai commencé à me débrouiller tout seul. C'est que vous êtes une fille très intelligente à la base. Parce qu'en deux mois, vous arrivez à lire. Et quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez fait de longues études. Franchement, chapeau. Vous exprimez très bien pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Et c'est génial. Eh bien, nous parlons aujourd'hui avec Kadi Sylla, qui a un témoignage très, très édifiant. Alors, Kadi Sylla, vous avez, on va dire, 16, 17 ans, vous êtes à Boaké. Et comment se passe votre vie à ce niveau-là? À Boaké, je suis retournée dans la cour familiale parce que mon grand frère, lui, il est resté quand les parents sont décédés. On nous a séparés. Mon petit frère au village, ma petite soeur Aïssa, et puis moi à Abidjan. Donc, lui, il est resté à la maison et il avait son atelier de couture. Donc, je suis retournée à la maison. Il partait au boulot, on ne se voyait pas, on ne se voyait presque pas. Parce que moi aussi, quand je suis arrivée à Boaké, j'ai commencé mon commerce. Donc, j'ai commencé à vendre 2 ou 3 trucs. J'ai commencé d'abord à faire travail de domestique et puis après, j'ai commencé à vendre 2 ou 3 trucs. Donc, lui et moi, on ne se voyait pas trop. Donc, c'est comme ça, quand j'ai pu économiser un peu avec les travaux, parce que je partais aider les femmes à laver les assiettes vers l'hôpital à Boaké. Et j'ai commencé à avoir un peu d'argent. J'ai commencé le commerce d'arachide. Quand j'ai économisé un peu, je suis allée voir, j'ai vu un salon de coiffure au commerce. Je suis rentrée, j'ai dit, je vais apprendre la coiffure. Donc, elle m'a donné la somme que je devais payer. Donc, j'ai donné la moitié et j'ai commencé. Donc, 3 mois après, elle m'a réclamé le reste. Je lui ai dit non, que je n'avais pas vraiment les moyens. Et que c'est là que je lui ai dit non, que mes parents n'étaient pas vivants. Mais pendant ce temps, pendant la formation, même pendant les 3 mois-là, j'ai mangé 1 fois par jour. J'ai mangé chez la camarade de ma mère. Donc, moi, je veux savoir vite fait. Et votre grand frère dans tout ça? C'est votre frère de père et de mère. C'est vrai que vous avez souffert à Abidjan avec votre tante, avec le fils de votre tante. Vous revenez à Boaké pour vous sortir votre épingle du jeu. Et lui, dans tout ça, est-ce qu'il vous apporte de l'affection? Est-ce qu'il vous apporte du soutien? Rien du tout. Je ne le voyais même pas. Rien du tout. Il vous regarde, vous débattre. Il n'avait pas beaucoup de temps, peut-être, à vous consacrer. Il n'avait pas le temps. C'est-à-dire, c'est pas seulement le temps. Il pouvait trouver le temps parce qu'il était son propre patron. Mais il n'avait pas le temps. 2 salons de couture. Pour moi, en tout cas, personnellement. Il ne vous aimait pas?
Je ne peux pas dire qu'il n'est même pas, peut-être c'est sa manière d'être lui, mais et ça en tout cas, il n'est pas... ce que lui, il a vécu de son côté, ça on l'ignore. Oui, mais c'est ce que lui, il dit toujours que lui, il a trop souffert et tout ça. Je suis d'accord, il faut le comprendre. Sur ce point, je veux dire que c'est vrai, c'est important. C'est clair, c'est vrai que ça ne justifie rien. De toutes les façons, nous n'allons pas faire son procès. Il est passé aussi peut-être par des moments très difficiles qui ont fait qu'aujourd'hui, il se recroqueville sur lui-même. Et peut-être qu'il en était de même pour vous. Avec tout ce que vous avez vécu, peut-être que vous étiez renfermé, donc la communication devait être très difficile. Mais en même temps que nous sommes en train de parler avec vous, en même temps que nous sommes en train d'écouter votre témoignage, nous voulons dire aux téléspectateurs et à tous ces témoins de cette histoire que c'est ouvert. C'est vrai que nous menons notre petite enquête lorsque nous recevons un invité témoin, mais lorsque vous vous sentez concerné, vous avez aussi un droit de réponse. Donc n'hésitez pas à nous appeler pour passer et puis peut-être si vous voulez bien démentir. Voilà. Donc vous allez vous débrouiller, comme on dit, du côté de Bouaké et puis en 2007, vous partez au Togo. Alors, au Togo, qu'est-ce qui se passe là-bas? Si vous êtes resté au Togo jusqu'à maintenant, c'est que tout s'est bien passé. Mais il y a eu quand même un peu de souffrance quand même. Oui, au début, moi, je ne peux pas dire que c'était... La souffrance, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens pour manger. Parce que quand je suis arrivée au Togo, je suis arrivée le lendemain, je suis allée dans un salon de coiffure, j'ai dit je suis coiffeuse. Et j'ai trouvé du boulot. Vous étiez vraiment coiffeuse parce que vous aviez la formation. Voilà, donc fait la formation à Bouaké. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans le salon. Mais sauf que je n'avais pas l'argent pour mon quotidien, c'est-à-dire manger et tout. J'étais chez le mari de ma copine. Là-bas, je mangeais le soir. Une fois que je partais au salon le matin, c'était le soir que je rentrais. Donc au salon, ce n'était pas tout moment, mais souvent les clientes aussi me donnaient des pourboires et tout. Juste ça, c'est que le mois fini, vu que mon salaire était 20 000 francs. Donc, c'était difficile de gérer le mois. Déjà, au milieu du mois, j'avais déjà fini. Donc, j'ai fait 2 mois avec elle. Après, je suis passée dans un autre salon. Et j'ai fait 6 mois dans ça. Et puis, j'ai décidé voilà, que j'ai reçu le deuxième salon, j'ai réussi à économiser un peu. Et comme au Togo, les choses ne sont pas aussi chères, j'ai trouvé une petite boutique au quartier. Et j'ai dit, je ne veux plus travailler. Moi, 2008, je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Je vais travailler pour moi. Et c'est là que les choses vont aller comme sur des roulettes. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de prendre la boutique. Il n'y avait rien dedans. Donc, les clients qui venaient, comme j'ai quitté le salon, il y a des clients qui m'ont suivi, qui venaient, je me débrouillais. Petit à petit, ça a commencé à marcher. Et quand les gens ont commencé, de bouche à l'oreille, ils ont commencé à attendre. Ah, il y a une Ivoirienne qui est là, qui fait très bien des coupes. À ce moment, c'était à la mode. Donc, du coup, petit à petit, les gens ont commencé à venir chez moi. Et jusqu'en 2009, quand ils venaient déjà à 6 heures, il n'y avait plus de place. Donc, il faudrait... La vie. La vie. Et c'est là que j'ai décidé d'agrandir. J'ai pris la boutique qui était à côté. Celui qui était là, lui, il vendait des trucs de fripe, il a quitté. Et j'ai agrandi le salon. Votre témoignage, il est trop intéressant. Donc, tout va aller bien, le salon va marcher, vous allez faire votre commerce. On va essayer de sauter les étapes et on se retrouve en 2014. 2014, qu'est-ce qui se passe? Je raconte mon mari. En 2014, je raconte mon mari qui est suisse. Et... Au Togo là-bas? Au Togo là-bas. Je rencontre mon mari. Attends. Non. Moi, je suis pas d'accord. Je rencontre mon mari. Déjà, je pensais que vous alliez réagir quand elle a dit « je rencontre mon mari ». C'est ça le bonheur. C'est pas la nationalité. Mais non, on est où là? Je rencontre mon mari. Waouh. Ah, il est suisse. Ok. Voilà, c'est comme ça qu'on doit réagir. Ou bien... On peut avoir des Togolais intéressants, des Ivoiriens intéressants et des Suisses méchants. Mais voilà. D'accord, alors, vous le rencontrez en 2014. Voilà, je rencontre mon mari qui est mon âme sœur, mon meilleur ami, parce que l'amour que je n'ai pas eu depuis l'enfance, aujourd'hui, lui me donne tout cet amour. C'est-à-dire, Et vous allez faire le mariage coutumier? On a fait le mariage coutumier 3 mois après notre rencontre. Vous revenez en Côte d'Ivoire? On revient en Côte d'Ivoire pour faire le mariage coutumier. Et puis après, c'était mon anniversaire. Et puis il me dit, ah tiens, billet d'avion. C'était quand votre anniversaire? Le 15 mars. Ah d'accord. Oui. Il m'a dit, bon, comme je suis venue en Côte d'Ivoire, j'ai vu ta famille, j'ai vu tout le monde. Tiens, un billet d'avion pour ton cadeau d'anniversaire. On va aller connaître ma famille. C'est l'amour même. Et c'est comme ça que nous sommes partis en Suisse, Italie, Espagne. D'Abobo en Suisse. Pour connaître toute sa famille en Espagne, en Italie.
Donc aujourd'hui, vous filez le parfait amour. Oui. Oui. Nous, on va arriver là-bas un jour. Le moment, on joue l'auto. Alors, c'est comme ça. Et puis, voilà, en 2016, on fait notre mariage civil. Et on décide de s'installer, construire notre maison. Et voilà, on est chez nous au Togo. Et je décide d'adopter. Et là, quelques sonorités de votre chanson. Oui, j'ai fait. Vous sortez un album. Un album. Parce que c'était... La musique est ma passion. C'était votre mon passion. Refuge aussi. Et c'était votre refuge. Pendant les moments difficiles. L'intitulé de cette chanson? Anyokuma de Kadisila. Anyokuma. Anyokuma. Anyokuma, parlons. Parlons. Oui. Vous devez parler de quoi exactement? Bon, là, je parle de l'hypocrisie, la méchanceté, et puis voilà. Vous comptez sortir une chanson sur la maltraitance des enfants ou pas? Oui, actuellement, je suis en studio. D'accord. Donc, c'est le projet et ça me tient vraiment à cœur. Même mon plus grand rêve, c'est de faire un orphelinat pour les enfants. Ah, d'accord, c'est génial. C'est génial. Et parlant d'enfants, vous avez scolarisé vos neveux? Mes nièces. Vos nièces, oui. Vous avez dit, moi, j'ai pas eu la chance d'aller à l'école, mais vous avez toujours la chance, vous êtes encore très jeune, donc vous pouvez vous inscrire. Oui. Voilà. D'accord, merci. Et aujourd'hui, votre commerce, il s'est agrandi? Il s'est agrandi, j'ai changé de quartier et j'ai fait une salle climatisée, bien grande, et j'ai ajouté aussi... On va se lever pour faire un hurrah! Le message, il est clair. C'est pas parce que ça va pas aujourd'hui que demain ça va pas aller. En tout cas, c'est un témoignage rempli d'espoir. Et merci surtout d'être venu nous rendre ce témoignage. Sur ce, mesdames et messieurs, écoutons les conseils du sage. Bonjour le sage. Bonjour Caroline. Pourquoi vous me faites des yeux doux? Je ne les croyais pas doux. Ah, ils sont très doux. Ah. Et c'est notre pépé, hein, donc on les charrie un peu. Kadi? Oui. Je suis content. Hein. Merci. Ouais, parce que les bonnes âmes, quand elles souffrent, c'est rare qu'elles se noient. Tu as bien fait. Et tu as bien réussi ton coup. Merci. Félicitations. Merci beaucoup. Ce dont vous avez... Excusez-moi de vous avoir tutoyé, hein, je reviens. Ce dont vous avez été victime, malheureusement, c'est une facette de la méchanceté humaine. Le sadisme. Doublé d'esclavage, d'esprit d'esclavage. Le sadisme, c'est ce malin plaisir qu'on éprouve à voir autrui souffrir, ou même à faire souffrir autrui. Je me demande si cette tendance existe aussi chez l'animal. En tout cas, le sadique... Chacun mange et manger à son tour. Oui, le sadique, il est la honte de l'humanité. Qu'il soit jeune ou vieux, riche ou pauvre, intellectuel ou ignare, le sadique, il ne boude jamais son plaisir de voir autrui souffrir. On ne sait pas comment combattre ça. C'est dans le sadique. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est que s'il y a des enfants qui sont victimes de maltraitance, qu'ils en parlent à leurs camarades. Ou même aux parents de leurs camarades. Peut-être qu'ils peuvent avoir une chance d'échapper. Et puis, chers téléspectateurs, si vous voyez autour de vous un enfant qui est victime de maltraitance, n'affichez pas de l'indifférence. Essayez de saisir qui de droit. Ce serait vraiment un geste hautement humanitaire. Il y a des structures spécialisées. Merci
infiniment le sage Cassie. Il est important de mentionner que l'âge minimum légal de base auquel les enfants sont autorisés à travailler est de 15 ans pour les pays développés et 14 ans pour les pays en voie de développement. Et j'ai omis de vous poser une question. Avez-vous des nouvelles de votre tante? Enfin, j'ai eu des nouvelles d'elle lorsque je suis venue faire le mariage traditionnel. Après, j'ai décidé d'aller saluer la famille à Yamoussoukro. C'est là qu'on m'a appris qu'elle est décédée, qu'elle est devenue aveugle et qu'elle était malade. Elle a vraiment souffert et qu'elle demandait tout le temps d'après moi. Elle disait qu'ils n'ont qu'à aller me chercher, qu'elle veut me voir, que j'ai disparu, ils n'ont qu'à aller me chercher. Et elle est restée, elle ne m'a pas vue juste quand elle est décédée. Donc tout le monde me connaissait dans la course. Enfin, ils avaient déjà entendu parler de moi sans vraiment me connaître. Merci beaucoup, Kadi, d'être passé sur le plateau de ce midi. Et puis nous sommes désolés pour le décès de votre tante. Oui, enfin, même si elle n'a pas été très gentille, quand même, elle vous a appris aussi beaucoup de choses. Elle vous a accepté chez elle. Oui. Voilà, il n'y a pas eu que des côtés négatifs, il y a eu aussi des côtés positifs. Si j'ai tout cette force-là, c'est ce qui... Alors, sur ce, nous allons partir pour la question du jour. J'aime pas quand mon rédacteur en chef... est là-haut, là, en régie. La chronique CNeT Littérature a débuté à la saison 5 de C'est Midi. Je reprends donc la phrase. La chronique CNeT Littérature a débuté à la saison 5 de C'est Midi. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Envoyez donc A ou B au 98 133 pour tenter de gagner 100 000 francs chaque semaine. Eh bien, nous allons partir pour le club C'est Midi avec Jessica Bamba. Bonjour à tous. Je tiens à préciser, comme Caroline l'a dit, le Club C'est Midi est également ouvert pour tous les droits de réponse. Si vous connaissez une histoire, vous avez une autre version d'un appel à témoins qui est passé sur ce plateau, eh bien, le Club C'est Midi se fera un plaisir d'aller vous rencontrer et de prendre votre version. Alors, on va être dans quelque chose d'un tout petit peu léger. On va dire que cette semaine, j'ai piqué la casquette de Marie-Paul Adjé pour la mode. J'ai essayé de passer au peigne fin toutes les tenues de Caroline Da Silva depuis le début de cette saison. Ça en fait, allez, 100, hein. Rapidement, vraiment. C'est pas chose facile. Et j'ai trouvé pour vous 6 looks, 6 best looks de Caroline Da Silva. On regarde cet élément et on revient. Ça, c'est selon vous. Le Club C'est Midi. Selon moi. Selon moi. C'est parti. Je prends ce sourire radieux pour un oui. Nous avons passé au peigne fin toutes les tenues de Caroline Da Silva depuis le début de la saison. Petit calcul rapide, 5 tenues par semaine. Cela nous fait depuis le 6 novembre 100 tenues. J'en ai sélectionné 6. Ben oui, on ne pouvait pas toutes les faire, hein. Voici donc pour vous 6 best looks de notre animatrice préférée. C'est parti. Ne dit-on pas que le rose est la couleur féminine par excellence? Cela s'illustre parfaitement sur cette sublime robe ornée de pierres. Caroline scintille et ça, j'achète! Ne vous laissez pas intimider par la robe que je porte. Difficile de ne pas l'être. Le choix des couleurs peut sembler aisé pour Caroline, tant son teint et ses formes épousent tout aussi bien les tenues aux couleurs flashy que classiques. Sur ce coup, ce vert relevé de quelques broderies assure juste un effet majestueux qui nous laisse sans voix. Caroline, en véritable top modèle, nous balade tous les midis dans un voyage vestimentaire haut en couleurs et en originalité, comme ici avec ce magnifique top Bardot imprimé. Le rouge est passion, le rouge est amour, et pour la fête de l'amour, on ne peut faire sans rose rouge. Caroline, dans cette très jolie robe, nous a certainement offert la plus belle des fleurs. Souffrez que je fasse aujourd'hui ma belle. Vous pouvez, oui, vous pouvez. Et quand notre animatrice ose le gris, c'est dans une robe moulante et très tendance que l'on se retrouve transporté pour notre plus grand plaisir. Pour finir, direction la Côte d'Ivoire profonde. Caroline nous envoie visiter l'Afrique que nous aimons avec ses belles femmes coquettes en pagne tissé et en parure de chez nous. Caroline au Wakanda, on adore tout simplement. Oh là là, elle est trop gentille. Franchement, non. Trop généreuse. Non, c'est trop d'honneur. Très loin d'être de la gentillesse parce qu'on sait, moi je suis une fille, donc je sais à quel point c'est difficile de trouver des tenues tous les jours de la semaine. C'est pas facile. Et franchement, il faut de l'inspiration. Et vous êtes d'accord avec moi que franchement, c'est un véritable casse-tête chinois. Voilà, on est d'accord. On est quand même d'accord avec les tenues. Oui, on est d'accord. Ça se voit. Vous n'êtes pas d'accord? J'ai surtout apprécié la dernière tenue. Oui. J'ai surtout apprécié la dernière tenue. La dernière tenue, ça c'était tenue traditionnelle. Wakanda Forever. Moi, c'est la troisième.
Et bizarre, j'ai vraiment envie de m'habiller de temps en temps en tenue traditionnelle parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en fait quand je m'habille en tenue traditionnelle. D'ailleurs, je n'ai pas fait de classement. Je vais poster les différentes photos et vous allez vous-même, à votre niveau, faire les classements des différentes tenues. Le club c'est midi, c'est fini. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Merci infiniment, Jessica Bomba. Et moi, j'adore la tenue de la servante de Dr. Philo. Un seul guine peut faire moi. Non, quand même, faut pas abuser. Faut pas abuser quand même. Aloussène Sidibé, c'est innovant, c'est parti. Alors, féru d'invention et d'innovation Made in Côte d'Ivoire, j'ai une invitation pour vous, une invitation à Abidjan Innova. C'est le premier, sinon le premier salon dédié à la promotion des inventions et des innovations Made in Côte d'Ivoire. Et pour en parler, nous recevrons tout à l'heure sur ce plateau Monsieur Sidi Mohamed, c'est l'administrateur principal de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. J'aimerais que vous l'ovationniez, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour, Monsieur Sidi, et bienvenue sur notre plateau. Merci. Dites-nous déjà à quoi doivent s'attendre le public qui va vraiment, être invité en masse sur cet événement-là qui se tiendra sur 3 jours. Donc aujourd'hui, demain et après-demain, donc le 22, le 23 et le 24. Enfin, Abidjan Innova est en Côte d'Ivoire, Abidjan Innova est en Afrique. Organisé depuis 60 ans en Europe. On a Bruxelles Innova, Barcelone Innova, Valencia Innova. La Côte d'Ivoire a décroché vraiment la Coupe du monde des inventions, qui sera organisée bien sûr aujourd'hui, le 22 jusqu'au 24 mars. En ce moment, nous disons que tous les inventeurs sont mobilisés sur le site donc, du palais de la culture de Treichville. Alors, il y aura des programmes alléchants pendant les panels. Alors, le CEPICI, qui va organiser le panel, dit quoi? De l'invention à la création d'entreprises. Et le ministre de l'économie, les inventions peuvent participer comment les inventions donc peuvent-ils participer à l'économie? Et troisième, l'OIP, qui viendra nous intervenir sur la propriété intellectuelle. Alors, pour ce faire, tous les inventeurs sont mobilisés pour inviter toute la nation ivoirienne et toute la nation universelle pour participer donc à ce salon des inventions. Les inventeurs sont invités, c'est ceux qui ont le brevet, parce que nous, moi j'ai croisé des inventeurs qui n'ont pas de brevet, mais c'est des bonnes inventions, mais ils ont des difficultés à acquérir le brevet. Est-ce qu'ils peuvent venir? Oui, tout le monde peut venir. Sans le brevet. Tout le monde peut venir. Il faut signaler que l'entrée est libre en fait. Voilà, l'entrée est libre. Et c'est à partir de quelle heure? De 9h à 17h. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Aloussène, on va continuer. Je pense que Jess avait une question vite. Oui, alors très rapidement, moi je voudrais savoir, est-ce qu'il y a beaucoup d'engouement autour des innovations ivoiriennes? Est-ce que des investisseurs s'intéressent véritablement aux innovations ivoiriennes? Parce qu'on en a vu de nombreuses innovations dans la chronique de Aloussène, mais est-ce que ça crée un certain engouement, un intéressant? Voilà, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas d'engouement, mais depuis la création de la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire, depuis 2012, on voit que les Africains, les Ivoiriens s'intéressent aux inventions. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, sur la plateforme. Évidemment, maintenant, il y a une plateforme qui a été créée, alors, où il y a un cadre d'échange. Merci les beaucoup, peuvent vraiment s'exprimer. Merci infiniment. Rapidement, comme je vous l'ai dit, c'est pour faire la promotion des inventions et des innovations de Côte d'Ivoire. On a besoin de votre soutien. Aimez ce qui vient de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, inventez, innovez, créez, réinventez votre quotidien. Merci Aloussène Sidibé. Et voilà le public qui a été avec nous. Avant de vous saluer, j'aimerais bien faire un clin d'œil et saluer tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès au studio. Ils sont tellement nombreux. Ils avaient envie de venir vivre ces moments intenses avec nous dans ce studio. Malheureusement, il n'y avait plus de place. On vous embrasse très très fort et la prochaine fois sera certainement la bonne. Et je voudrais saluer également le groupe scolaire Emmanuel de Beaunois avec nous dans ce studio. Nous avons aussi Alliance InMotion Global.
Merci. Merci beaucoup. L'Institut, merci. L'Institut supérieur d'économie et de management. Merci. Merci de votre présence et merci aussi au fan club. C'est midi. Et voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour la finale. Demain, c'est vendredi à partir de 12h. Soyez connectés et restez surtout sur RTIA. C'est ici que nous avons les meilleurs programmes. Au revoir.